3. La nature du plaisir. Les opinions relatives au plaisir et à la peine ont été suffisamment étudiées. Qu'est-ce que le plaisir? Quelle sorte de chose est-il? Cela deviendra plus clair si nous reprenons le sujet à son début. Aristote reprend le sujet à partir des principes de sa propre philosophie. Dans l'espèce, la distinction capitale entre l'acte et le mouvement. Quoi qu'il en soit, la marche générale du raisonnement est la suivante. Aristote pose d'abord que le plaisir, à l'exemple de l'acte de vision, au rasis, est un acte energeia, complet en lui-même, à chaque moment de son existence, semblable à cet égard aux entités mathématiques, aux accidents, aux formes enfin. Il survient et disparaît sans génération ou corruption en dehors de la catégorie du temps et se réalise dans l'instant. On admet d'ordinaire que l'acte de vision est parfait à n'importe quel moment de sa durée, car il n'a besoin d'aucun complément qui surviendrait plus tard et achèverait sa forme. Or, telle semble bien être aussi la nature du plaisir. Il est en effet un tout, et on ne saurait à aucun moment appréhender un plaisir dont la prolongation dans le temps conduirait la forme à sa perfection. C'est la raison pour laquelle il n'est pas non plus un mouvement. Tout mouvement, en effet, se déroule dans le temps et en vue d'une certaine fin, comme par exemple le processus de construction d'une maison. Et il est parfait quand il a accompli ce vers quoi il tend. Dès lors, il est parfait soit quand il est pris dans la totalité du temps qu'il occupe, soit à son moment final. Et dans les parties du temps qu'ils occupent, tous les mouvements sont imparfaits et diffèrent spécifiquement du mouvement total, comme ils diffèrent aussi l'un de l'autre. Ainsi, l'assemblage des pierres est autre que le travail de cannelure de la colonne, et ces deux opérations sont elles-mêmes autres que la construction du temple comme un tout. Et tandis que la construction du temple est un processus parfait, car elle n'a besoin de rien d'autre pour atteindre la fin proposée, le travail du soubassement et celui du triglyphe sont des processus imparfaits, chacune de ces opérations ne produisant qu'une partie du tout. Elles diffèrent donc spécifiquement, et il n'est pas possible à un moment quelconque de sa durée de saisir un mouvement qui soit parfait selon sa forme. Mais il apparaît tel, c'est seulement dans la totalité de sa durée. On peut en dire autant de la marche et des autres formes de locomotion. Si en effet la translation est un mouvement d'un point à un autre, et si on relève en elle des différentes spécifiques, le vol, la marche, le saut et ainsi de suite, ce ne sont cependant pas les seuls. Mais il en existe aussi dans la marche elle-même par exemple, car le mouvement qui consiste à aller d'un point à un autre n'est pas le même dans le parcours total du stade, et dans le parcours partiel, ni dans le parcours de telle partie ou de telle autre, ni dans le franchissement de cette ligne-ci et de celle-là, puisqu'on ne traverse pas seulement une ligne quelconque, mais une ligne tirée dans un lieu déterminé, et que l'une est dans un lieu différent de l'autre. Nous avons traité avec précision du mouvement dans un autre ouvrage, mais on peut dire ici, semble-t-il, qu'il n'est pas parfait à aucun moment de sa durée, mais que les multiples mouvements partiels dont il est composé sont imparfaits et différents en espèces, puisque c'est le point de départ et le point d'arrivée qui les spécifient. Les points de départ et d'arrivée, poten, poi, étant différents pour chacun des mouvements partiels, rendent ces mouvements différents entre eux et différents du mouvement total. Ce sont donc ces points de départ et d'arrivée qui sont le principe constitutif de l'espèce de chacun des mouvements partiels. Du plaisir, au contraire, la forme est parfaite à n'importe quel moment. On voit ainsi que plaisir et mouvement ne sauraient être que différents l'un de l'autre, et que le plaisir est au nombre de ces choses qui sont des tout parfaits. Cette conclusion pourrait aussi résulter du fait qu'il est impossible de se mouvoir autrement que dans le temps, alors qu'il est possible de ressentir le plaisir indépendamment du temps, car ce qui a lieu dans l'instant est un tout complet. De ces considérations, il résulte clairement encore qu'on a tort de parler du plaisir comme étant le résultat d'un mouvement ou d'une génération, car mouvement et devenir ne peuvent être affirmés que de toutes choses, peuvent être affirmés de toutes les choses, mais seulement de celles qui sont divisibles en parties et ne sont pas des tout. Il n'y a devenir, en effet, ni d'un acte de vision, ni d'un point, ni d'une unité, et aucune de ces choses n'est mouvement ou devenir. Il n'y a dès lors rien de tel pour le plaisir, puisqu'il est un tout. 4. Plaisir et acte. Chaque sens passant à l'acte par rapport à l'objet sensible correspondant, et cette opération se révélant parfaite quand le sens est dans une disposition saine par rapport au meilleur des objets qui tombent sous lui, car telle est, semble-t-il, la meilleure description qu'on puisse donner de l'activité parfaite. Que ce soit au reste le sens lui-même qu'on dise passer à l'acte, ou l'organe dans lequel il réside, peu importe. Il s'ensuit que pour chaque sens, l'acte le meilleur est celui du sens le mieux disposé par rapport au plus excellent de ces objets. Et l'acte répondant à ces conditions ne saurait être que le plus parfait comme aussi le plus agréable.
car pour chacun des sens, il y a un plaisir qui lui correspond, et il en est de même pour la pensée discursive et la contemplation, et leur activité la plus parfaite et la plus agréable, l'activité la plus parfaite étant celle de l'organe qui se trouve en bonne disposition par rapport au plus excellent des objets tombant sous le sens en question. Et le plaisir est l'achèvement de l'acte. Le plaisir cependant n'achève pas l'acte de la même façon que le font à la fois le sensible et le sens, quand ils sont l'un et l'autre en bon état. Le rapport entre plaisir et activité n'est pas celui qui existe dans le mécanisme de la perception, entre sensible et sentant, ou faculté sensible. Dans ce dernier cas, le sensible en qualité de moteur actualise la puissance contenue dans le sentant, et ce dernier actualise la puissance du sensible. L'actualisation de la sensation étant en même temps celle de l'objet. Pour le plaisir, il en est tout autrement. Le plaisir se produit par l'acte, pas l'acte. Car l'acte pourrait se réaliser sans lui. Il est au contraire la fin qui s'ajoute à l'acte, ce sans quoi l'acte ne serait pas parfait, comme l'éclat de la jeunesse à la pleine vigueur du corps. Tout comme la santé et le médecin ne sont pas au même titre cause du rétablissement de la santé, que pour chaque sens naisse un plaisir correspondant, c'est là une chose évidente, puisque nous disons que des images et des sons peuvent être agréables. Il est évident encore que le plaisir atteint son plus haut point quand à la fois le sens est dans la meilleure condition et s'actualise par rapport à l'objet également le meilleur. Et le sensible comme le sentant étant tel que nous venons de les décrire, toujours il y aura plaisir dès que seront mis en présence le principe efficient et le principe passif. Le plaisir achève l'acte, non pas comme le ferait une disposition immanente au sujet, mais comme une sorte de fin survenue par surcroît, de même qu'aux hommes, dans la force de l'âge, vient s'ajouter la fleur de la jeunesse. Le plaisir ne perfectionne l'acte que s'il y a adaptation du sentant à son sensible propre. Faute de cette perfection dans l'adaptation, la faculté sensitive n'en actualiserait pas moins ses puissances, mais elle ne serait pas accompagnée de plaisir. Celui-ci n'est pas, en effet, une exis immanente à la fonction même dont elle serait inséparable, mais une fin surajoutée, une sorte de luxe qui complète et rend plus désirable l'acte réalisé. Il s'y ajoute, suivant la célèbre comparaison, comme à la jeunesse, sa fleur. Aristote entend par là signifier que le plaisir n'est pas la fin de la vie et la cause finale de l'énergeia, qui est parfaite sans avoir besoin de plaisir, mais seulement une cause finale supplémentaire qui accompagne l'acte, mais lequel demeure la fin véritable. Comme le dit très bien Michel, le plaisir n'est pas une fin, mais une sorte de fin. Oion telos. Le plaisir achève l'acte, non pas comme le ferait une disposition immanente au sujet, mais comme une sorte de fin survenue par surcroît, de même qu'aux hommes dans la force de l'âge vient s'ajouter la fleur de la jeunesse. Aussi longtemps donc que l'objet intelligible ou sensible est tel qu'il doit être, ainsi le sujet discernant ou contemplant, le plaisir résidera dans l'acte. Car l'élément passif et l'élément actif restant tous deux ce qu'ils sont, et leur relation mutuelle demeurant dans le même état, le même résultat se produit naturellement. Comment se fait-il alors que la personne ne ressente le plaisir d'une façon continue? La cause n'en est-elle pas la fatigue? En effet, toutes les choses humaines sont incapables d'être dans une continuelle activité, et par suite le plaisir non plus ne l'est pas, puisqu'il est un accompagnement de l'acte. C'est pour la même raison que certaines choses nous réjouissent quand elles sont nouvelles, et que plus tard elles ne nous plaisent plus autant. Au début, en effet, la pensée se trouve dans un état d'excitation et d'intense activité à l'égard de ces objets, comme pour la vue quand on regarde avec attention. Mais par la suite, l'activité n'est plus ce qu'elle était, mais elle se relâche, ce qui fait que le plaisir aussi s'émousse. On peut croire que si tous les hommes, sans exception, aspirent au plaisir, c'est qu'ils ont tous tendance à vivre. La vie est une certaine activité, et chaque homme exerce son activité dans le domaine avec les facultés qui ont pour lui le plus d'attrait. Par exemple, le musicien exerce son activité au moyen de l'ouïe, sur les mélodies, l'homme d'étude au moyen de la pensée, sur les spéculations de la science, et ainsi de suite dans chaque cas. Et le plaisir vient par achever les activités, par suite la vie à laquelle on aspire. Il est donc normal que les hommes tendent aussi au plaisir, puisque pour chacun d'eux, le plaisir achève la vie, qui est une chose désirable. 5. La diversité spécifique des plaisirs. Quant à savoir si nous choisissons la vie à cause du plaisir ou le plaisir à cause de la vie, c'est une question que nous pouvons laisser de côté pour le moment. Mais Aristote n'a traité ce problème nulle part. Toutefois, il résulte de tout l'exposé qui précède que l'amour du plaisir est conditionné par l'amour de l'activité, et non vice-versa. Si le plaisir occupait le premier rang, il serait le souverain bien, et la thèse de Dox serait fondée. En réalité, comme Aristote le rappelle, le plaisir n'est pas une fin distincte, il y a simultanéité du plaisir et de l'acte. À ce point de vue, on peut donc dire indifféremment
que nous désirons l'activité parce qu'elle est agréable, ou le plaisir parce qu'il accompagne toujours l'activité. En fait, ces deux tendances sont de toute évidence intimement associées et n'admettent aucune séparation. Sans activité, en effet, il n'est pas de plaisir, et toute activité reçoit son achèvement du plaisir. De là vient aussi qu'on reconnaît une différence spécifique entre les plaisirs. En effet, nous pensons que les choses différentes en espèces reçoivent leur achèvement de causes elles-mêmes différentes. Tel est manifestement ce qui se passe pour les êtres naturels et les produits de l'art, comme par exemple les animaux et les arbres, d'une part, et d'autre part un tableau, une statue, une maison, un ustensile. Les choses qui sont diverses en espèces sont achevées par des perfections différentes elles-mêmes en espèces. Pour les naturalia, les animaux ou les arbres sont téléia quand ils ont atteint leur forme et leur plein développement. Les artificiacia, les artificialia, de leur côté, sont téléia quand ils atteignent la fin que s'est proposé leur auteur. Comme le dit Michel, la fin de la génération de la plante, c'est la plante elle-même, et la fin de la génération de l'animal, l'animal lui-même. Cette perfection obtenue s'accompagne du plaisir correspondant, et ce qui est différent, qui diffère dans chaque cas. De même, nous pensons aussi que les activités qui diffèrent spécifiquement sont achevées par des causes spécifiquement différentes. Or, les activités de la pensée diffèrent spécifiquement des activités sensibles, et toutes ces activités diffèrent à leur tour spécifiquement entre elles, et par suite les plaisirs qui complètent ces activités diffèrent de la même façon. Cette différence entre les plaisirs peut encore être rendue manifeste au moyen de l'indissoluble union existant entre chacun des plaisirs et l'activité qu'ils complètent. Une activité est en effet accrue par le plaisir qui lui est approprié, car dans tous les domaines on agit avec plus de discernement et de précision quand on exerce son activité avec plaisir. Ainsi, ceux qui aiment la géométrie deviennent meilleurs géomètres et comprennent mieux les diverses propositions qui s'y rapportent. Et de même, ce sont les passionnés de musique, d'architecture et autres arts qui font les progrès dans leurs tâches propres, parce qu'ils y trouvent leur plaisir. Les plaisirs accroissent les activités qu'ils accompagnent, et ce qui accroît une chose doit être approprié à cette chose. Mais à des choses différentes en espèces, les choses qui leur sont propres doivent elles-mêmes différer en espèces. Une autre confirmation plus claire encore peut être tirée du fait que les plaisirs provenant d'autres activités constituent une gêne pour les activités en jeu. Par exemple, les amateurs de flûte sont incapables d'appliquer leur esprit à une argumentation dès qu'ils écoutent une joueur de flûte, car ils se plaisent davantage à l'art de la flûte qu'à l'activité où ils sont présentement engagés. Ainsi, le plaisir causé par le son de la flûte détruit l'activité se rapportant à la discussion en cours. Le même phénomène s'observe aussi dans tous les autres cas où on exerce son activité sur deux objets en même temps. L'activité plus agréable chasse l'autre, et cela d'autant plus qu'elle l'emporte davantage sous le rapport du plaisir, au point d'amener la cessation complète de l'autre activité. C'est pourquoi, lorsque nous éprouvons un plaisir intense à une occupation quelconque, nous pouvons difficilement nous livrer à une autre. Et d'autre part, nous nous tournons vers une autre occupation quand l'occupation présente ne nous plaît que médiocrement. Par exemple, ceux qui au théâtre mangent des sucreries le font surtout quand les acteurs sont mauvais, et puisque le plaisir approprié aux activités aiguise celles-ci prolonge leur durée et les rend plus efficaces, et qu'au contraire les plaisirs étrangers les gâtent, il est clair qu'il existe entre ces deux espèces de plaisirs un écart considérable. Les plaisirs résultant d'activités étrangères produisent sur les activités en cours à peu près le même effet que les peines propres à ces dernières, puisque les activités sont détruites par leurs propres peines. Par exemple, si écrire ou calculer pour quelqu'un une chose désagréable et fastidieuse, il cesse alors d'écrire ou de calculer, l'activité en question lui étant pénible. Ainsi donc, les activités sont affectées au sens opposé par les plaisirs et les peines qui leur sont propres, et sont propres les plaisirs et les peines qui surviennent à l'activité en raison de sa nature même. Quant aux plaisirs qui relèvent d'activités étrangères, ils produisent, nous l'avons dit, sensiblement le même effet que la peine, car ils détruisent l'activité bien que ce ne soit pas de la même manière. Et puisque les activités diffèrent par leur caractère moralement honnête ou pervers, et que les unes sont désirables, d'autres à éviter, d'autres enfin ni l'un ni l'autre, il en est de même aussi pour les plaisirs, puisqu'à chaque activité correspond un plaisir propre. Ainsi donc, le plaisir propre à l'activité vertueuse est honnête, et celui qui est propre à l'activité perverse mauvais. Car même les appétits qui se proposent une fin noble provoquent la louange, et ceux qui se proposent une fin honteuse le blâment. Or, les plaisirs inhérents à nos activités sont plus étroitement liés à ces dernières que les désirs, car les désirs sont distincts des activités à la fois chronologiquement et par leur nature. Le désir précède l'acte dans le temps, et ne lui est pas simultané comme le plaisir. La nature du désir n'est pas non plus la même que celle de l'acte. Le désir est cause efficiente de l'acte.
Et c'est encore là une différence avec le plaisir, lequel, nous le savons, est la perfection de l'acte. Tandis que les plaisirs sont tout proches des activités et en sont à ce point inséparables que la question est débattue de savoir si l'acte n'est pas identique au plaisir. Cependant, à ce qu'il semble du moins, le plaisir n'est ni pensée ni sensation, ce qui serait absurde, mais l'impossibilité de les séparer les rend, aux yeux de certains, une seule et même chose. Ainsi, de même que les activités sont différentes, ainsi en est-il des plaisirs.